Allô, allô, mes petits grippe-sous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions, le podcast où on est expert dans rien, mais curieux à propos d'au moins 96 affaires différentes. Mon nom est William et je suis accompagné de ma comparse since day one, Hélène. Des grippe-sous. Ben oui, parce que aujourd'hui, on a un épisode qui parle un peu d'économie. Mais tu veux pas dire des picsous? Non, les deux, ça existe. Grippe-sous, Ah ouais? c'est un peu comme Séraphin. Hein. Ah, je connaissais pas ça. Ah! Tu m'apprends quelque chose? En introduction, avant même le générique. Ben oui, ben c'est ça. Ben on est là pour ça, apprendre des affaires. Effectivement. Mais comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Fait que, épisode d'économie et marketing. On te retourne un peu à l'université aujourd'hui. Là. Ouais, c'est vrai. Mais on fait l'inverse, en fait. Parce que toi, t'as étudié en administration. Bon, Ouais. t'as pas étudié en économie, mais t'as commencé Ben, j'ai en eu des cours comptabilité. d'économie, là, oui. Puis moi, j'ai étudié en communication marketing. Oui. Sauf que là, on switch aujourd'hui. Oui. Tu parles de quoi? Je vais parler de modèle économique alternatif au capitalisme traditionnel. Ok, oui, là, parce que j'allais dire, sinon, on reste quand même dans le standard. Mais en même temps, moi aussi, semi-standard, parce que je vais parler des marques de distributeurs ou les marques maison, là. Oh, un peu intéressant. les origines de tout ça. C'est-tu de la qualité? C'est quoi tout ça? Donc Hâte de voilà, voir. on met la piste comme ça et on laisse le générique partir avant que tu puisses nous parler de ton sujet. Ouais. Will, c'est probablement l'épisode le plus politique que j'aurais écrit jusqu'à présent. Économie et politique, oh là là! Ben, plus que l'épisode 22 sur des candidats colorés à des élections que je vous invite à aller écouter, là, si jamais ça n'a pas été fait. Ça peut vous faire sourire en ces temps difficiles, là, politiquement. Fait que là, ça, c'est ton côté marketing, vois-tu? Exactement. Hein? Je plug nos anciens épisodes. Épisode 22. Parce qu'à l'heure de la réduflation, où il faut hypothéquer ses brocolis pour accéder à la propriété, ben, j'avais envie d'explorer des alternatives au capitalisme pur et dur. Oui, il y a certains modèles dont je vais parler qui impliquent de l'argent tel qu'on le connaît, mais il y a tout le temps une petite twist derrière. D'accord. Avant, par contre, est-ce que tu as une idée, justement, de quand l'argent est apparu dans nos poches et craque de divan? C'est quand même assez récent, je pense, dans l'histoire, malgré tout. En même temps, l'argent, ben, c'est papier, oui, mais la monnaie, ça date probablement encore de nos bons amis les Égyptiens. Là. Pas tout à fait. Encore, ok. Pas tout à fait. Ben, évidemment, on a d'abord eu le truc là, sur lequel on va revenir Oui. tout à l'heure. Mais par définition, la monnaie, c'est une pièce de métal qui est frappée par l'autorité souveraine pour servir aux échanges. Mhm. Mais avant d'avoir des 25 cents avec le profil de la reine, on a d'abord utilisé des coquillages. Un profil du roi, excusez. Oui, le profil du roi maintenant, là, mais bon. Ou encore du sel, un élément précieux notamment pour la conservation de la nourriture. OK. Puis on l'utilisait pour rémunérer les fonctionnaires et les soldats. C'est d'ailleurs du latin salarium, donc sel, que vient le mot salaire. C'est bien nice. À vous, hein? Oui, tu sais que moi, j'aime ça l'étymologie, fait que... Ben oui. Nice. Éventuellement, ben, on a intégré les métaux précieux comme l'argent et l'or aux transactions. Mais c'est qu'à partir du 7e siècle que les premières pièces de monnaie sont frappées en Lydie, OK. une ancienne contrée d'Asie mineure au niveau de l'ouest de la Turquie actuelle. À l'époque, il y a différents ateliers qui se sont affairés à créer des pièces de monnaie en y apposant leur nom. Fait qu'en quelque sorte, on pourrait dire qu'il y avait plusieurs marques de monnaie, là, si... ça fait du sens. Ouais, c'est ça, dans le fond, tout le monde se faisait la compétition. C'est comme, c'est moi la meilleure monnaie. Exactement. Là. Encore, Puis c'est là, un peu ça aujourd'hui. Là, oui. mais- Puis là, l'idée, elle a gagné en popularité au sein du royaume de Lydie. D'ailleurs, est-ce que tu aurais une idée de qui était le monarque de ce fameux royaume? Alexandre le Grand, c'est tout le temps lui. Non, c'était le roi Crésus. Ah! Hey, mon Dieu, le nombre de liens qu'on fait. À vous, hein? Oui. Cet épisode-là, là, je me sens tellement plus intelligente depuis que je l'ai écrit. Une chance t'es là, parce que ça sera pas de même dans ma partie. Crésus, oui, c'est ça. Crésus qui a littéralement construit sa fortune grâce à l'argent, hein, d'où l'expression « être riche comme Crésus », vous l'aurez compris. Parce qu'évidemment, les premiers à s'enrichir du système monétaire, ben, ce sont les États, hein, étant donné qu'ils ont le monopole de la frappe. En fait, à ce moment-là, ben, l'argent, c'est devenu un instrument de contrôle politique. C'est pour ça que je te dis que c'est un épisode un petit peu à saveur politique, notamment en facilitant justement la collecte des impôts. Petit à petit, le principe de l'argent, il a conquis les autres royaumes, hein, les empires grecs et romains, par exemple. C'est d'ailleurs à cette même époque que les idées démocratiques se sont imposées là, dans les sociétés grecques. Fait qu'il y a certains historiens qui se demandent si ces deux changements majeurs-là, l'argent et la démocratie, auraient pas justement un lien.
Parce que c'est des changements majeurs là, dans la société. Là, Fait que dans le fond, c'est ce qu'elle disait que les gens pouvaient avoir accumulé une certaine richesse. Ça leur a permis d'avoir peut-être un peu plus de pouvoir du peuple d'une certaine façon. En quelque sorte. Temporairement, disons, dans l'histoire. Tout est relatif, là, on s'entend. Et je ne suis pas une experte ni de l'économie, ni de la Grèce antique. C'est une théorie à explorer. Mais voilà. En vérité, on n'a pas tout à fait la réponse à la question de pourquoi on est passé d'un système de troc à un système monétaire à cette époque-là précisément. Par contre, ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'argent, tout comme l'écriture, ben, c'est une invention pour permettre la création des liens entre des humains qui vivent sur des territoires toujours plus éloignés. Puis on y ajoute des symboles ou des dessins en référence justement à la souveraineté ou au territoire pour favoriser une reconnaissance de la nation qui l'utilise. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, on a justement la face de la reine ou du roi, que dans d'autres pays, ben, ça va être d'autres personnages importants de l'histoire de ce pays-là. C'est pas mal dans tous les pays, oui. Tu t'en doutes peut-être, le concept de dette, par contre, lui, est apparu bien avant. Hein? Tu me dois un mouton. Exactement. On a retrouvé des traces de transactions basées sur des promesses futures qui remontent à l'époque de la Mésopotamie. OK. Fait que mes Égyptiens, finalement, ça va. Hein? Oui, c'est ça. Avec l'invention de l'écriture à la même période, on a pu mieux quantifier ces dettes-là et surtout mieux les retenir. Hein? Si tu te poses la question, oui, les intérêts existaient. Le Code d'Hammurabi, un texte juridique créé en 1750 avant notre ère que probablement beaucoup de monde connaissent parce qu'on l'a vu dans nos livres d'histoire, ben, ça stipule que des intérêts s'appliquaient sur certains biens, notamment les céréales. Et si tu veux savoir, selon un article de la BBC sur lequel je suis tombée, le taux d'intérêt des céréales s'élevait à 33%. OK, quand même, ça monte vite, là, la céréale. Ouais, tu repayais le tiers, là. Pendant longtemps, la monnaie avait une valeur double, d'abord en fonction du métal à partir de laquelle elle était produite, hein, si c'était de l'argent ou de l'or, mais aussi une valeur de commodité dans le sens où c'est beaucoup plus facile de traîner des petites pièces que 4 chèvres dans tes poches. Oui, ben c'est pas mal ça, pour ça que c'est utile encore à ce jour. Là. Exactement. C'est une solution durable, facile à transporter, en plus d'avoir sa valeur propre, comme je te disais, avec le métal. Les premiers billets de banque sont créés en Chine parce qu'encore une fois, même si les pièces de monnaie sont beaucoup plus commodes à transporter qu'un kilo de sel ou des chèvres, des moutons, etc., ben, en s'accumulant, elles finissent quand même par peser plus lourd dans la bourse. Définitivement. Puis c'est aussi qu'à mesure que le commerce se développe, on a besoin de plus de pièces, donc plus de cuivre, qui devient de plus en plus rare. Donc, on a pensé à le remplacer par du fer, sauf que pour une même transaction, ben, il fallait plus de fer que de cuivre. Fait que ça devenait plus lourd, donc ça arrangeait pas le problème initial. Donc, les marchands, ils ont eu l'idée, là, justement, d'intégrer le papier. C'est vers l'an 1000, sous la dynastie Song, que le premier billet de banque qui était fait en écorce de mûrier est apparu et qu'on appelle le jiaozi. Vois-tu, tu parlais de la monnaie, mais là, je pensais que c'était plus vieux. Mais le billet de banque, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, que l'an 1000. Hein? Fait que c'est fascinant. Exactement, moi aussi. Et puis, bien évidemment, à partir du 20e siècle, là, il y a eu une sorte de dématérialisation un petit peu plus poussée, dans le sens où on a commencé à utiliser le papier pour faire des chèques, du plastique pour faire des cartes bancaires et de la matière non tangible pour tout ce qui est virement Interac, là, par exemple. Et là, maintenant, ben, c'est venu le temps de parler des autres modèles économiques. Maintenant qu'on a fait le tour de notre modèle actuel. Oui. Ben, c'est tous des modèles qui sont actuels, je te dirais. Certains qui existent depuis plus longtemps que d'autres. Hein. Le premier dont j'ai envie de te parler, c'est le troc. Oui, définitivement. Là, c'est quand même celui que tu peux pas passer à côté. Là. Ben, c'est ça. C'est un peu la mère de tous les modes de paiement parce que force est d'admettre qu'il fait son grand retour en ce moment, justement. C'est d'ailleurs... la monnaie, c'est un peu de faire du troc, juste tu le fais indirectement aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment une révolution dans l'histoire, le truc, parce que contrairement à un mode unilatéral, en général, les deux parties sont gagnants. Hein? Évidemment, des fois, l'échange peut être plus ou moins équitable, mais le principe est que l'échange doit être équitable. Ouais. J'ai d'ailleurs testé cette méthode il y a tout juste un mois avec ma belle amie Florence, qui a pris soin de faire ma manicure, chose que je déteste faire moi-même en raison de mes 2 mains gauches, tandis que moi, ben, je lui ai fait des gaufres pour garnir son congélateur. Tout le monde est content. C'est vraiment 2 choses complètement différentes. Mais exactement. Fait que quand je te dis que c'est un mode qui existe depuis des millénaires, mais qui existe encore et qui est encore pratiqué à ce jour, c'est juste que des fois, on s'en rend pas compte parce que c'est tellement intuitif ou inconscient que c'est ça, on s'en rend pas compte. T'as aussi probablement entendu parler de l'histoire de Kyle MacDonald, ce Canadien qui a fait du truck pendant 1 an pour passer d'un trombone à une maison. Oui, j'en ai entendu parler.
Ouais, je suis vois prête. ta face. Je suis t'es prête. prêt, là. Ben, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il a commencé à échanger son trombone par un stylo, ensuite une poignée de porte, un réchaud, un générateur électrique, une pompe à bière, une motoneige, une camionnette, un contrat avec une maison de disques, une location d'1 an à Phoenix, un après-midi avec Alice Cooper, une boule à neige, choix qui peut sembler régressif, mais comme son histoire commence à faire jaser dans les médias à ce moment-là, l'acteur Corbin Burnson, qu'on a pu voir dans Les Feux de l'amour notamment, et qui est un grand collectionneur de boules à neige, l'a contacté pour lui proposer de l'échanger contre un rôle dans son prochain film. Oui, c'est ça, c'est que c'est devenu un peu comme n'importe quoi. C'est ça. Puis même déjà à la base, tu vois qu'il y a des gros jumps parce que ça se jasait, puis il y avait déjà des contacts là, dans le milieu du divertissement et tout. Fait que c'est sûr que c'était plus facile pour lui pour la moyenne des gens. Exactement. Puis lui, il s'était donné vraiment pour but d'arrêter son truc après 1 an. Là. Il s'était donné une date. Puis voyant l'échéance du pari arriver, la ville de Kipling en Saskatchewan lui a offert une maison, donc en Saskatchewan à Kipling, en échange du rôle, ce qui était en fait un excellent coup de pub là, pour la municipalité qui compte à peine 1000 habitants. Là. C'est un bon coup de pub pour beaucoup de gens, cette histoire-là. Fait que, tu sais, ça a fait le tour du monde. Ouais. Ça montre que, oui, c'est vrai, l'importance de faire du truck, mais ça, la limite... C'est un peu arrangé avec le gars des vues. Pas mal, oui. Ouais. Il y a d'autres personnes là, qui ont tenté l'expérience, évidemment, mais la plupart n'ont pas abouti, ou du moins, ça n'a pas généré justement des résultats aussi autant impressionnants que d'avoir une maison. Là. Puis même si c'est une belle option qui a été utilisée depuis des siècles, force est d'admettre qu'on pourrait difficilement retourner à une économie basée uniquement sur le truck. D'abord parce que ça implique de trouver quelqu'un qui a un besoin réciproque immédiat. C'est-à-dire que la personne avec qui tu fais du truck doit forcément être intéressée par l'échange proposé. Problème qu'on n'a pas avec l'argent, étant donné que la plupart du monde veut toujours en faire plus. Hein? Parce que l'argent amène le monde. Et il faut souligner aussi l'enjeu de valeur relative. Là. Combien ça vaut une perceuse en kilos de blé? Ça fait que t'as pas le choix de passer à l'argent pour le faire indirectement. Puis cette valeur, ben, elle est à déterminer pour tous les échanges. Là. J'ai donné l'exemple d'une perceuse avec 1 kilo de blé, là, mais c'est vraiment pour absolument tout. Ouais. Fait que c'est pourquoi que l'argent, avec sa valeur quasi universelle et son transport facile, est devenu une solution là, aux limites du truck. Comme je te disais, avant l'adoption universelle du concept de l'argent et même aujourd'hui, il y a certaines monnaies insolites qui ont été et sont en circulation. D'abord, durant l'Antiquité romaine, des tessères circulaient. Les tessères, c'est des jetons qui étaient utilisés, entre autres, comme billets d'entrée pour des bordels. OK. Et selon l'endroit qui les acceptait, les motifs étaient différents, mais les jetons utilisés pour les maisons closes comportaient souvent une scène de Kamasutra. Ah, ouais. D'accord. Fait que c'est une des premières monnaies dites porno. Ben, j'imagine une des rares aussi, là. Ah, mais attends! Il y en a une autre qui s'en va. En 2009, la République de Palau, une archipel en Océanie qui compte moins de 20 000 habitants, a créé des pièces de 5 $ parfumées à la noix de coco. Fait que c'est faux de dire que l'argent n'a pas d'odeur dans ce cas-là. Ben, il y a aussi la fameuse rumeur là, qu'il y avait le billet le canadien qui sentait l'érable là, qui avait changé. Moi, je fais partie de ceux qui disaient que ça sentait un peu, mais c'est peut-être super psychologique. Je m'en souviens pas. Je sais même pas si j'en ai... gratté pour savoir. Ouais, je m'en souviens pas. Mais j'avais entendu parler de cette histoire-là, mais je sais pas si j'ai vécu l'expérience. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, par contre, il semblerait que les véritables noix de coco soient acceptées en guise de monnaie d'échange. Okay. C'est surtout le cas dans les régions très rurales où, justement, l'argent liquide et les guichets se font plutôt rares. Donc, on va dans la forêt retirer des noix de coco. La biométrie aussi a fait son entrée dans le monde des méthodes de paiement. Hein, il y a quelques temps, entre autres, on peut maintenant payer avec notre empreinte digitale sur un appareil mobile ou un ordinateur. Oui, mais au final, c'est relié avec l'argent. Là. C'est relié avec ton compte bancaire, évidemment. Mais cette technologie-là va beaucoup plus loin parce qu'en 2017, la compagnie de terminaux Alipay a lancé en Chine le programme Smile to Pay. Donc, autrement dit, tu fournissais une photo de ton visage que tu associes à ton compte bancaire. Puis quand vient le temps de faire un paiement, ben, tu as l'option de payer en souriant grâce aux caméras des terminaux qui fonctionnent avec la reconnaissance faciale et qui font donc le lien entre la photo que tu as soumise pour associer ton compte bancaire et ta photo à la caisse, là, si tu veux. Ah, cette dystopie qu'est la Chine, parce que c'est pas du tout pour avoir un scan de ta face autant en repos qu'en souriant. I don't like it. Non, moi non plus, je suis pas sûre. Autre modèle, on a aussi vu dans les dernières années l'apparition de l'économie collaborative et de partage, que Statistique Canada définit comme une activité facilitée par les plateformes numériques dans laquelle les gens louent leurs compétences ou offrent des ressources en échange de montants d'argent. Autrement dit, ce sont les Airbnb, Vinted et Turo de ce monde. Ouais.
Là, tu vas me dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent avec des plateformes comme Airbnb, qu'il faut payer avec de l'argent, que ça crée d'autres problèmes comme une crise du logement. Puis t'as tout à fait raison. Mais à la base, Airbnb, c'était vraiment ça, de l'économie de partage. Ouais, ça part d'une bonne intention, puis ça vire vers autre chose. Exactement. Là. C'est comme du communisme. En principe, l'économie collaborative et de partage, ça tend à s'éloigner du capitalisme. On loue ou on emprunte plutôt que de devenir propriétaire. On maximise l'utilisation d'un bien. On coupe dans les intermédiaires en mettant en relation directe le fournisseur et le consommateur. Ouais. Fait que dans un sens, ça peut avoir un impact considérablement positif sur l'environnement et ça juste en prenant en compte la réduction des ressources utilisées. En théorie. Oui, en théorie. C'est sûr que quand on parle de plateformes d'économie collaborative, on pense surtout à de l'hébergement et du transport, mais il y a des nouvelles formes qui sont apparues, notamment les Ghost Kitchen, donc la location de cuisine partagée entre des restaurants pour faire uniquement de la livraison. Ça peut être une option intéressante pour les restaurateurs qui sont pas en mesure de tenir une salle à manger et d'économiser parce que eux aussi vivent les contre-coups de l'inflation, on se le cachera pas. Mais ce concept-là aussi, il est pas sans limite. Ça a un impact sur l'expérience client parce que plus il y a de cuisine fantôme, moins il y a de restaurants traditionnels avec salle à manger. Ça peut aussi donner aux consommateurs une fausse impression de choix parce qu'au final, même s'il y a 4 concepts de restaurants dans une même cuisine, c'est les mêmes employés qui utilisent les mêmes ingrédients, des mêmes fournisseurs, etc. Puis ça peut aussi, sur les plateformes style Uber Eats, ensevelir puis cacher les autres vrais restos. Fait que là, tu penses commander à 15 places différentes puis tu verras pas le vrai resto. Exactement. Fait que comme je te dis, tout ça, à la base, ça a été créé sur les principes de l'économie collaborative. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? J'ai l'impression que le capitalisme les a rattrapés. Ceci dit, il y a une initiative québécoise dont j'ai envie de te parler, que tu connais peut-être, qui s'appelle le Partage Club. Et ça, là, c'est vraiment une initiative d'économie de partage, là, ça le dit dans le mot. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est une organisation qui se décrit comme une plateforme permettant de faciliter le prêt de biens entre voisins de manière illimitée, sécuritaire et positive. Donc, autrement dit, tu payes un abonnement là, pour l'année. Puis, plutôt que d'aller t'acheter la drill dont tu as besoin pour visser tes 4 tablettes, là, puis que tu vas te servir une ou deux fois dans ta vie, tu pourrais l'emprunter à ton voisin de 2 portes qui en a une puis qui en a pas nécessairement besoin en ce moment. Puis des initiatives comme le Partage Club ou des systèmes d'échange local en Europe ou même des groupes Facebook de voisinage et d'emprunt, ça permet de créer une certaine solidarité, un lien social aussi, de briser l'isolement. Absolument. C'est con, mais ça risque que c'est ça. Et d'avoir accès à un réseau d'entraide aussi parce que justement, ça fait en sorte que tu n'as pas besoin d'aller dépenser des sommes d'argent pour avoir justement tous les outils, puis ça favorise vraiment le partage. Fait que c'est possible un beau modèle d'économie de partage. Je dis pas que tout ce que j'ai mentionné l'était, mais c'est possible. Ça, mais celui-là, c'est comment que ça fonctionne? Le Partage Club, c'est une application, là, faut que tu aies un abonnement, je me souviens plus du tarif, là, en toute franchise. Allez voir. Mais allez voir, puis c'est une initiative québécoise que je trouve vraiment intéressante. Connais-tu l'économie circulaire? Oui. Saurais-tu me la décrire? Non. Fait que t'en connais pas. J'ai déjà entendu le mot. OK. C'est un modèle économique basé sur le principe que les déchets d'une activité ou d'une entreprise vont devenir les ressources d'une autre. Oui, c'est ça. Mais je savais. Oui, bien sûr. Ça a un impact sur la consommation parce que ça fait en sorte qu'on réutilise des ressources déjà existantes, mais aussi sur la production parce qu'on agit directement sur le coût des matières premières. Un exemple tout simple, là, c'est les déchets organiques qui sont utilisés pour faire du biocarburant, par exemple. Ouais. Un autre exemple d'économie circulaire, c'est des marques comme Mouvement Maltais qui font des shampoings et produits pour le corps à la base de drèche de bière. Donc, ils ont des ententes avec des microbrasseries pour recycler les résidus de la production de bière. Puis, eux, ils en font des produits de soins et d'hygiène corporelle. En toute transparence, j'ai travaillé avec les gars qui ont parti Mouvement Maltais. Ceci dit, on n'est pas commandité pour en parler aujourd'hui, mais je voulais donner un exemple qui sort un peu de l'ordinaire et autant le faire avec un produit québécois que je connais et que j'apprécie. Oui, c'est des bons produits, là, absolument. Ouais. Quand on pense à l'économie circulaire, on peut aussi penser à Pretty Ugly, qui lutte contre le gaspillage alimentaire avec son offre de croustilles, une entreprise québécoise aussi. Ces croustilles qui sont aussi à base de drèche, donc de microbrasserie, et de salsa avec des légumes qui auraient autrement fini à la poubelle. Ouais, ça, je savais, mais je savais pas pour la drèche. Ouais, ça a été plus récent, là. Ils ont vraiment commencé avec les salsas, puis après, ils ont intégré les croustilles.
Puis mine de rien, là, en 2023 seulement, ils ont sauvé 220 000 livres de légumes, soit presque 100 tonnes. Puis ça, c'est sans parler qu'ils payent la livre de tomates 3 à 4 fois moins cher, d'après ce qu'ils ont dit en entrevue au Montréal Campus, là, le journal de l'UQAM. Ouais. Fait que ça peut être super rentable, là, l'économie circulaire, justement. Absolument. Mais là, c'est là que tu vois tout le gaspillage alimentaire qu'on fait, là. Ah, complètement. Puis l'économie circulaire, c'est pas seulement possible grâce aux produits alimentaires. Le site de l'Esplanade, qui est un accélérateur d'entreprises à impact social ou environnemental, a publié un article dans lequel j'ai appris qu'au Québec, il y a 30% des produits médicaux qui sont jetés par les professionnels du monde de la santé avant leur utilisation complète. En gros, là, il y a certains produits médicaux qui ont une date d'expiration. Puis là, évidemment, je parle pas des médicaments, mais plutôt des seringues, des cathéters, des choses comme ça. Puis il y a une entreprise qui s'appelle Expirlo qui a été créée pour recycler le matériel passé date, mais tout de même scellé, et le réutiliser pour des formations, des simulations. Ben oui, au moins. Fait que, tu sais, de réutiliser, je sais pas, un masque à oxygène, par exemple, qui est périmé, mais pour une formation de secouriste, ben je trouve ça super pertinent. Ben oui. Une autre industrie très polluante, c'est celle du textile. Dans ce même article de l'Esplanade, on apprend qu'au Québec, il y a 78% des textiles, donc 95 kilotonnes qui sont jetés chaque année. C'est énorme. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est au Québec seulement. Ouais. Là, tu vas me dire que la solution, c'est les friperies, sauf qu'avec le manque de ressources, ben elles peuvent pas traiter toute cette quantité de vêtements-là. Hein. Ouais, fait qu'ils envoient dans d'autres pays pour les trier, puis ils ramènent ici. Fait que là, puis ça, c'est ceux qui sont ramenés. C'est ça. Puis là, le transport, puis tout, ça, là, la pollution est immense. Horrible. Là. C'est là que l'entreprise Unel entre en jeu en proposant des ateliers et des services de revalorisation pour aider les gens à agir face à la pollution textile. Ça, c'est sans parler d'une boutique de produits issus de la revalorisation à laquelle on est déjà allé. Je sais pas si tu t'en souviens, pour le premier anniversaire de la marque de mon amie Juliette, 8 juin 95, qui, elle aussi, fait du recyclage de différents matériaux pour en faire des bananes. Encore une fois, c'est pas une commandite. Faut juste croire que j'ai pas mal de monde dans mon entourage qui font de l'économie circulaire. Puis je trouve ça vraiment cool de pouvoir leur donner une petite tribune. Là. Fait que autant le partager avec vous. Mais là, tu pensais vraiment que je me souviendrais pas d'avoir été voir le truc de Juliette, en tout cas. Je sais pas, regarde, ça fait longtemps. C'est l'année passée. Sais-tu quel pays a été le premier à légaliser le Bitcoin comme monnaie nationale? Comme monnaie nationale? Ouais. L'Afrique du Sud, peut-être. Non, c'est le Salvador. OK, ben j'ai pensé à Musk, puis vu qu'il est un peu craqué... Oui, effectivement, voilà, je comprends le lien. Je vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne la crypto-monnaie, là, parce que lire un article sur le sujet, c'est susceptible de me donner une migraine. Mais sache que dans ce pays-là, tu peux payer tous tes achats du quotidien en Bitcoin. Là. Tu peux aller faire ton épicerie avec des Bitcoins si tu veux. Ah ouais? Ouais. Au fil de mes recherches, j'ai remarqué qu'il existait aussi plusieurs crypto-monnaies inusitées. Avec l'avènement, là, justement, de la crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin, il y a certaines entreprises qui ont voulu embarquer dans le bateau ou du moins s'offrir un beau coup de pub. Beaucoup trop. C'est le cas de Pornhub qui a lancé en 2014 le Titcoin. Fait que quand je te parlais tantôt d'une autre monnaie porno, c'est celle-là. Ouais, ben eux, au moins, c'est logique. Oui, mais... le Titcoin ou monnaie de sein, le concept est simple. Au moment de l'achat chez un commerçant partenaire, plutôt que de sortir ta carte, ben tu montres tes seins. Le commerçant doit alors ouvrir son application Titcoin et prendre une photo des seins sans le visage, là, évidemment, un minimum de respect, pour compléter la transaction. Puis les photos des seins sont réutilisées par le site pour générer du contenu. Non. Là, vous voyez pas William, là, mais... là. J'ai tellement tout dans cette histoire-là. Là. Je pensais il se frotte les yeux tellement je pensais que c'était juste un Bitcoin normal, là, mais juste que c'est une image de sein dessinée, mais non. Ben, il y a une image de sein dessinée dessus. Mais la plateforme a déclaré que le nombre de Titcoins sur le marché se serait élevé à 69 millions. Hein? 69. Of course. Et qu'une partie des profits serait remise à la recherche sur le cancer pour cultiver un marché en santé. Ouais, mais là, c'est juste comme essayer de bien paraître après avoir été les gros creeps, là, mais bon. Ouais, mais Will, évidemment, ça l'a jamais vu le jour. C'était vraiment juste un coup marketing. Pfiou. Merci. Tu peux respirer. Tu connais le principe de la patate chaude, j'imagine? Oui. Ben, il y a une crypto qui s'appelle la Hot Potato Coin. Autrement dit, une crypto que tu es obligé de revendre dans les 30 jours suivant son acquisition. Sinon, ben, elle s'autodétruit. À quoi ça sert? Ben, ça donne juste lieu à une augmentation constante des prix et beaucoup de spéculation parce que oui, il y a du monde qui a embarqué dans ce jeu-là. Ça sert à rien. J'haïs la crypto. Il existerait aussi le Pizza Coin, le Potcoin ou même le Trump Coin. Bon, apparemment, c'est pas Trump qui l'a inventé, là. Ben, je pense que c'est relié à des compagnies Trump, oui. Fait que, possible.
Toutes les crosses possibles sont là avec lui. C'est ça, exactement. Mais cette crypto-là, grosso modo, elle servirait à financer les armées américaines et la sécurité des frontières de nos voisins. Right. Puis, ben voilà, j'aurais évidemment pu parler de plein d'autres concepts comme les puces sous-cutanées, le payer ce que vous voulez, les monnaies sociales ou encore d'offrir son temps en échange de biens et de services, mais je crois qu'on serait encore là demain, fait que c'est le temps de te passer la patate chaude, justement, Will. Ha ha ha! Mais c'était super intéressant, là, même si je me suis fâché sur la crypto-monnaie à la fin. Là, dans le reste, là, ça allait bien. Là, je le savais. Tu voulais me craquer avant ma partie. C'était une bonne idée. Parfait. Mais là, tu vas être encore plus aux aguets. Oui, parce que je vais vous parler de quelque chose qui me turlupine depuis, ben j'oserais dire toujours. C'est-à-dire les marques de distributeurs, ou plus communément appelées les marques maison. Là, je parle des marques comme Compliment, Sélection, Choix du Président, Kirkland, etc. Là. Ces fameuses marques qui ont... Ben, on les voit dans toutes les épiceries, là, ben, chacune dans leur épicerie, là, on s'entend. Là. Ils sont toujours moins chers que les autres produits. Ouais, mais sont-elles moins bonnes ou moins de qualité? Mais est-ce qu'ils sont de moins bonne qualité? Puis d'où est-ce qu'ils viennent, ces produits-là, spécifiquement? Ouais. Est-ce que ils viennent tous de la même usine qui fournit toutes les épiceries, etc.? C'était là que je voulais aller. C'était ma quête pour aujourd'hui. Ben, je suis contente que tu fasses ta quête-là. J'ai hâte de comprendre un petit peu plus. Parce que moi, je vous le dis, on achète beaucoup de no-name chez Maxi. Oui, puis on se fait super juger, là. Ben, on se fait super juger, mais moi, le seul produit no-name que je suis pas capable, c'est le fromage à la crème. Je trouve qu'il goûte le plastique. Non, mais c'est possible. Mais tout ça pour dire que, ben, on est rendu au 48e épisode, hein? Oui. Fait que je veux pas commencer à vous mentir aujourd'hui. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais savoir aujourd'hui, mais j'ai quand même trouvé des affaires intéressantes. Fait qu'on va voir ce qu'on est capable de savoir. Il y a comme une loi du silence là, sur les no-names. Là. Ben non, mais c'est plus que faudrait que je fasse une étude de marché de genre des centaines de produits. Ben là, ça te tente pas de retourner à l'université faire une petite maîtrise là-dessus? Ben c'est parce que au final, j'ai un autre travail, je magasine un condo, j'ai pas le temps. OK. Fait que malgré tout, commençons, puis je vous le dis, il va y avoir des affaires intéressantes dans tout ça. Et ben on va commencer, comme toujours, en reculant dans l'histoire, hein, pour comprendre l'histoire des marques de distributeurs. Parce que bien qu'il y a des magasins qui vendent des produits de leur propre marque, ben ça existe depuis que les magasins, ça existe. Là. On s'entend là, d'une certaine façon. Mais les supermarchés, ben, ça n'a pas toujours été le cas. On s'entend, une épicerie, c'est des produits de plein d'autres compagnies qui sont mis ensemble. Donc, la première chaîne de supermarchés qui aurait vendu des produits de leur propre marque, ça serait Sainsbury's, qui est la troisième plus grande chaîne là, en Angleterre là, de supermarchés aujourd'hui. Fondée en 1869, Sainsbury's était initialement spécialisé dans des produits laitiers avant d'élargir leur inventaire et de finalement vendre vraiment plus de produits et devenir un supermarché. Ils vendaient-tu du Petit Québec? Probablement pas en 1869, non. Et en 1882, c'est là qu'ils ont commencé à vendre leur premier produit de marque maison, du bacon. OK. Donc, du bacon canadien. Exactement. Ils ont passé du lait à du bacon. Mais tout un choix. Oui, mais c'était sous la marque Sainsbury. T'sais, on s'entend, c'est pas comme un nom no-name. Ouais. C'est la chaîne de supermarché français Casino qui a ensuite emboîté le pas en 1901 puis qui s'est mise à vendre, elle aussi, des produits sous sa propre marque, Casino. Il y a eu plusieurs autres supermarchés à travers le monde qui auraient par la suite imité la pratique, mais les premiers à offrir des produits sans nom, là, comme pas de marque avec un packaging lettre que le cul, là, ben, ce serait une autre chaîne française, soit Carrefour. Ah oui! Ça a été lancé en 1976. J'essaie de me picture le packaging de Carrefour. Eux, ils s'appellent les produits libres. OK. C'est très blanc. C'est vraiment blanc, très, très, très minimaliste. Puis, ben, ça a rapidement bouleversé le monde des épiceries. Hein. T'es en quelle année, Carrefour? 76. OK. Mais tu vois, c'est ça, là, les Sainsbury puis Casino, on dirait que je pensais pas que c'était aussi lointain que ça, là, les premiers produits qu'ils ont vendus avec leur nom. Ben, tu sais, en même temps, ça a du sens, c'est un magasin, ils peuvent faire leur propre chose. Complètement. Mais vraiment, le truc minimaliste avec plusieurs produits, c'est vraiment plus devenu populaire avec Carrefour. Je me disais que c'était plus dans les années 60-70, là, justement. Mais surprenant que ça soit français et non, disons, américain, parce que, ben, en fait, ça a commencé en France. Les Français aussi, ils innovent, là. Oui, mais tu sais, des supermarchés, on s'entend des gros magasins comme le Walmart. Great Value, c'était juste en 93.
puis Oh, mon Dieu, c'est Kirkland tard. en 95 pour Costco. L'autre que j'ai vu récent, au Canada, récent, je veux dire, avant ça, Ouais. au Canada, les premiers à l'avoir fait, c'était Lobla avec Ok. le No Name en Ouais. 78. Fait que 2 ans après Carrefour. No Name qui est en fait une brand, là, on va se le dire. Maintenant, oui, c'est une marque, Oui. mais je veux dire, c'est quand même... Non, mais le principe, c'était d'appeler ça No Name parce que c'est pas un produit de marque, mais Oui, mais c'est la même devenu une chose marque. que... Oui, effectivement, mais on va y arriver, bon. Parce que justement, on le sait, les épiceries ont toutes leurs marques, littéralement, qui... Parce qu'on s'entend, le mot no name, c'est un peu ironique, là, Ouais, versus un compliment ou Sensation. chez sensation. Metro. Là, tu touches à quelque chose Ok. que je voulais dire. Parce que, Le pourquoi c'est le mot sensation puis compliment chez l'autre. là. non, c'est juste que en écrivant, j'étais comme, attends, Maxi, c'est-tu sans nom ou c'est choix du président? Mais c'est un peu les deux. là. Oui, mais en fait, ils ont toutes deux marques. Puis j'avais jamais réalisé. Hein? Oui, Ils ont une marque genre plus fancy puis une marque plus bas de gamme. oui. T'as sans nom chez Maxi, Sélection chez Métro, Compliment IGA. Puis après, ils ont Choix du président, Irrésistible et Sensation. Dans le fond, C'est vrai. les sans noms, c'est vraiment comme les trucs de base, les cannes, du fromage, etc. Tandis que les autres, ça va être plus les produits transformés. Donc, les produits Ok. plus de luxe, entre guillemets. Ouais. Fait que, tu sais, President's Choice, t'as pas la canne de haricots, tu vas avoir le pâté. Oui. Oh mon Dieu. La révélation. C'est comme si cave, mais je sais pas, j'avais pas réalisé. Mais c'est ça aussi, là, notre podcast, on s'entend, là. De C'est se ça. rendre compte de faire tellement logique qu'on se dit, Christy, qu'on est niaiseux, ça n'a pas de sens. Comme notre épisode Ces autoroutes, là, je me souviens C'est plus. exactement l'exemple que j'allais dire. Allez écouter ça, là, la gang, vous allez... Je vais dire le chiffre en post-prod, je me souviens plus c'est quoi. Épisode 33. Mais c'était quoi le but de ces compagnies-là en lançant leur propre marque, me demanderas-tu? Faire du profit. Ben oui, entre autres, mais il y a plusieurs objectifs. L'objectif initial, ben, c'est de fidéliser une clientèle Ouais. qui aime leurs produits, fait qu'ils vont retourner. Tu sais, fait que Parce c'est que comme... là, Monique, qui achète ses petits produits compliments, elle va en parler à Janine. Puis là, Janine, elle va être intéressée par les petits produits compliments. Là, tu Fait peux que- dire, j'aime mieux compliment que no name. Tu sais, fait que je vais rester à Exactement. cette épicerie-là. Parce C'est que ça. les autres produits, ils ont dans toutes les épiceries, mais ça, il l'a juste à une place. Puis si c'est bon puis c'est pas cher, ben t'as envie de retourner. Tu sais, clairement, ça renforce aussi le sentiment d'appartenance à la bannière. Mais on se le cachera pas, comme tu dis, il y a une question de marge. Quand tu as ta marque maison, ben t'as à payer le fournisseur parce Ouais. que oui, c'est pas eux qui ont 46 000 usines chacun, ils ont des Ben non, fournisseurs, j'imagine, là. Mais t'as pas mal moins de choses à payer qu'une grande marque pour faire des profits. Ok. Parce que mettons, tu prends les biscuits Ritz. Ouais. Je sais pas pourquoi les Ritz, là, mais je décide de parler d'eux autres. Mais non seulement ils doivent développer leurs produits, mais après ça, ils payent cher pour leur emballage, qu'il soit coloré Ouais. d'une certaine façon. Puis ils vont faire... Faire de la- connaître leur marque, là, aussi. Exact. Puis le marketing, là. Ils vont faire énormément de publicité. Ça va leur coûter des millions. C'est Puis ça. ça, ils n'ont pas le choix de le mettre en partie dans leur prix. Oui, tout à fait. Versus No Name, là. T'as ton packaging jaune, puis t'as craquelin au fromage écrit en Helvetica dessus, Ouais. puis that's it. Ça te Tu coûte vois un rien. peu de pub, genre le choix du président, mais j'ai jamais vu de pub télé no name, je pense. Non, là. c'est ça. Fait que ça te coûte presque rien. Tu fais pas de marketing. Tu fais le marketing de ton épicerie. Ouais. Puis indirectement, tu fais le marketing de ça. Fait que tu peux baisser le prix et faire la même marge en vendant ce produit-là. Ils sont pas fous, ces capitalistes. Oui. Puis ils ont littéralement la data, les épiceries, de dire genre, tel produit, ça se vend beaucoup. Ouais. Ben, je vais en faire un. Oh my God. Tu sais, c'est pas cave, là. C'est tellement des génies machiavéliques. Fait que là, c'est comme, bon, tu vois lequel qui est le plus populaire. En plus, c'est même pas juste genre, tu peux comparer lequel des plus populaires. Donc, fait comme, mettons, ces biscuits-là sont plus mous que l'autre, ben, on va en faire des plus mous. Les gens, ouais, c'est ça. Fait que là, ils font de la R&D, mais vraiment plus de base. Fait qu'ils vont voir des fournisseurs, ils vont dire, t'es-tu capable de me refaire quelque chose Est-ce qui qu'ils ressemble à font ça? de la recherche et développement gratuite de même? Ben, pas juste gratuite, là, ils en font Non, par non, mais- eux-mêmes aussi, mais c'est quand même du génie pour ces Ah, compagnies-là. c'est bon. Mais c'est qui ces fameux fournisseurs-là? Hein? Les fournisseurs pour ces épiceries-là? C'est Gérard dans son sous-sol, son petit laboratoire. Ben, peut-être parce que c'est la partie où je vais vous dire, je sais pas. Et, ces compagnies-là, je les connais Fait pas. à quelque part dans le monde, c'est ça qui est écrit sur le produit. C'est ça. Ben, ceci étant dit, je peux quand même vous donner une petite piste en parlant de la qualité des produits, histoire de voir si le mythe comme quoi ces marques-là sont bonnes ou non. Puis ça, je peux le faire grâce à une des meilleures émissions de service du Québec, l'épicerie. Et ainsi qu'à la nutritionniste Isabelle Marquis qui est passée à cette émission-là.
Mais selon elle, ce serait généralement faux que les produits de marque générique, marque maison, sont moins bons que les autres. Ouais. Si on compare les valeurs nutritives et Ouais. les ingrédients sur la plupart, tu vas comparer, c'est pas mal sensiblement la même chose. Oui, il va y avoir des variations de goût, de texture un peu, mais tu vas pas être moins bien nourri en mangeant de ces produits-là, ça c'est certain. Même que des fois, ça peut être mieux. Oui, complètement. Le biscuit aux pépites de chocolat choix du président est, par exemple, reconnu. Je trouve que j'en ai vu souvent. Là, tu sais, Ok. la boîte, là, c'est... en tout cas, Oui. Voilà, elle est brune. Et, Oui. mais Avec tout plein de pépites de chocolat Ouais, en background. Ouais, exact. c'est ça, exactement de laquelle tu parles. elle est reconnue comme étant meilleure que les autres marques ou même que Chips Ahoy, Ouais. genre, tu sais, la grande compagnie, parce que ben, ils ont un cacao certifié de la Rainforest Alliance, ils n'ont aucun additif chimique, puis ben, ils sont moins chers. Isabelle Marquis dit aussi que c'est un peu la même chose pour les gaufres. Elle recommande, mettons, de prendre les gaufres chez Metro, comparativement aux gaufres Eggo qui sont remplis d'additifs. Ouais. Parce que, bon, c'est ça. Des fois, c'est pas parce que c'est une marque, tu la connais, mais c'est pas pour dire que c'est mieux pour ta santé. Mais même, il y a une trend à un moment donné sur YouTube où il y a beaucoup de YouTubers, puis probablement sur Instagram et TikTok aussi, là, qui testaient genre marque versus sous-marque, puis tout ça pour voir Oui, mais c'est classique. quoi qui est le là, meilleur en termes de goût et de texture, pas nécessairement en termes c'est de une valeur question nutritive. Mais tu sais, personnelle aussi, là, mais... Ouais, c'est ça. Ou des fois que tu te rends compte que comme crime, c'est le même goût. J'étais sûre que ce que je mangeais là, c'était la marque, puis finalement, non, c'est la sous-marque, puis je peux la payer 2 piastres moins cher, tu sais. Exact. Ça, je peux pas vraiment le prouver parce que j'ai pas des exemples pour ça. Par contre, on peut tirer certaines conclusions par moment. Elle donnait encore une fois un autre exemple là, du bouillon de légumes sélection et sans nom. OK. Que si tu regardes les deux listes d'ingrédients, elles sont absolument identiques. Ça se peut qu'il y ait des petites différences d'assaisonnement, mais en soi, c'est probablement fait à la même usine parce que la liste est la même chose. Fait que tu as deux marques de distribution qui sont probablement exactement pareil, là, probablement faites la même chose. Si vous préférez la Campbell, c'est pas exactement la même recette, mais ça pourrait quand même être fait dans la même usine sans qu'on le sache parce que ça peut être un fournisseur pour chacun d'entre eux. Parce que souvent, c'est des compagnies multinationales, ils font pas leur propre usine, ils vont prendre un autre fournisseur. En ayant travaillé chez Limel, je vous garantis que votre poulet que vous mangez à l'épicerie, au Bénin ou au Saint-Hubert, il vient tout de la même place. C'est juste apprêté de façon différente. C'est de source sûre. T'es emballé ces petits poulets-là. Oui, exactement. Puis, sinon, c'est pas de la bouffe, mais une des seules affaires que j'ai vues, que j'étais capable de confirmer, c'est que les piles Kirkland chez Costco, c'est des Duracell. Voilà, c'est dit. On peut passer Comment t'as été capable de confirmer ça? J'ai vu ça en ligne. C'est une information qui était partagée. Kirkland, c'est des Duracell. Fait que voilà, vous sauvez de l'argent. C'est juste qu'ils changent le petit plastique autour. Ça, vous sauvez de l'argent, il faut quand même payer l'abonnement au mais Costco, là, on s'entend. Ça, on appelle ça du white label, mais en tout cas, on pourra parler de ça un autre jour. Oui. Puis, mais sinon, il arrive aussi qu'il y a des grandes marques qui se cachent indirectement derrière de plus petites au niveau des ingrédients. OK. Laisse-moi te donner un exemple, puis tu vas mieux comprendre. L'exemple est donné par Rob Terenzi, le cofondateur de Vega Coffee. Tu comprendras, une compagnie qui vend du café. Café, ouais. Donc, eux, ils vendent des grains de café, bon, dans des épiceries, etc. Ouais. C'est une marque de café. Mais eux aussi, ben, ils vont vendre leurs grains à un manufacturier de crème glacée. Pour faire de la crème glacée au café? Ouais. OK. Après, la compagnie crème glacée, elle va pas nécessairement dire sur son packaging « fait avec le café Vega ». Il va dire « fait de café ». D'Amérique latine. Des fois, ils vont le dire quand c'est comme une grosse marque connue puis vraiment appréciée des consommateurs, mais si c'est les petits producteurs de café, non. Là, mais Vega, dans le fond, eux, ben, ils augmentent leur volume de vente, comme ça. Ouais. Puis ça leur permet après de baisser leur coût de production et donc de vendre leurs produits moins chers sur les tablettes en vendant du plus gros volume, parce que plus tu vends du volume, plus tu fais des économies d'échelle. Donc, ils vendent comme ça. Fait que même si leur nom n'est pas attaché, c'est bon pour le consommateur. Puis après ça, s'il est marqué que la crème glacée est faite avec du café d'Amérique latine, ben des compagnies comme Vega vont bénéficier indirectement un peu là, de la situation, comme tous les autres producteurs de la région. Donc, il y a peut-être d'autres compagnies qui font ça. Ils ne sont probablement pas les seuls à le faire, mais ça fait que, bon, ça stimule le marché. Donc, c'est bénéfique. Mais bon, c'est ça. On reste quand même dans une part de mystère dans tout ça. Oui, c'est ça. Je sens que tu as ouvert une boîte de Pandore, mais on n'a pas vu toute la forêt, là. On va rester quand même dans le Pandore là, aujourd'hui.
On va se contenter d'en avoir appris beaucoup dans ta partie, mais quand même, on a des pistes d'information. Sachez qu'il y a de la qualité dans les conserves compliments, puis ça peut valoir la peine de les choisir pour économiser, en plus que ce soit pas mal des produits canadiens. Complètement. En ces temps de tarifs douaniers, là, choisissez des produits canadiens autant que possible. Mais parlant de conserves et du Canada, vu que j'ai pas pu vous répondre sur... Tu vas-tu nous parler des conservateurs? Non. T'avais-tu déjà remarqué qu'il y a 3 types de conserves au Canada? 3 types de conserves? Oui. Des conserves... Genre la canne de thon, la canne de soupe, la canne de pois? Non. Il y a des conserves de catégorie régulière, de choix ou de fantaisie. Ben, voyons. C'est une classification définie par... Au début, quand tu disais régulière, j'étais comme... On dirait que tu me parles d'une échelle de menstruation, là. Ton cerveau, il est pas là, toi, à soir. Je suis un peu enrhumé, la gang. Ça paraît pas. C'est une classification qui est définie par le règlement sur les produits transformés et qui vise à standardiser la qualité des produits en fonction de critères spécifiques. Okay. Fait que ça va toujours être marqué sur le bas à gauche d'une canne. Je l'avais jamais remarqué, puis là, j'étais comme, ben oui, il me semble que c'est évident. Dans les petits caractères ou... Ouais, ben un petit caractère blanc en bas à gauche, tout le temps. OK. Mais c'est pas si petit que ça. Moi, là. on finit l'épisode, puis on va chercher une canne, là, voir ça, là. Puis attention, si ces conserves sont emballées au Canada, ils seront indiqués Canada de fantaisie ou Canada de choix ou Canada régulier. Canada de fantaisie. Je trouve ça incroyable. Mais s'ils sont importés, là, c'est s'ils sont emballés au Canada. Fait que pas nécessairement produits, pas un produit, mais emballé. Mais si c'est vraiment un produit qui est importé, ça va être marqué juste catégorie de fantaisie ou catégorie de choix. Fait que vraiment, tu remplaces le mot catégorie par Canada quand c'est emballé ici. Fait que ça, c'est pertinent. Mais à quoi ça sert, là, plus spécifiquement, là, ces catégories-là? Bien, à choisir des produits en fonction des préférences en matière de qualité et de prix. Tu pourrais donc, par exemple, tomber sur des tomates en conserve dans les 3 catégories. Donc, si tu tombes sur... Mais celle de fantaisie, c'est celle avec les petites épices italiennes, c'est ça? Entre autres, potentiellement, mais c'est la catégorie supérieure. C'est que tu vas y trouver une tomate bien mûre, d'un rouge uniforme, puis avec une absence de peau, mettons. OK. C'est sur ta tomate en dés, là, pas écrasée. Encore là, même à ça, ça pourrait. Dans une de choix, ben, tu vas avoir un peu plus de tolérance sur la couleur. Fait que tu pourras avoir 2 tomates qui ne sont pas exactement pareilles. Tu pourras avoir quelques défauts, un petit peu de présence de peau. Okay. Et la catégorie régulière, c'est pas la catégorie de marde, c'est quand même, ça répond au minimum des normes, mais justement, c'est le minimum des normes. Ouais, c'est ça. Fait que ça sera pas mauvais. Vous allez pas mourir, mais... Ben, ça va pas révolutionner ta vie, là, tu sais. Mais c'est peut-être... C'est pas de shit, mais c'est pas de la merde. Mais c'est ça. Mais c'est pas tous les produits qui sont dans les 3 catégories. Tu sais, mettons, encore une fois, notre amie Isabelle Marquis parlait du fait que tu prends du maïs en crème, ça va toujours être un produit de fantaisie parce que c'est pas un produit que tu veux des motons et que ça soit pas uniforme. Tu veux que ça soit quand même assez lisse. Tandis que ben, si tu veux du maïs en grains, ben, tu vas en avoir là, en version régulière. Là. Ouais. Puis c'est pas grave s'il y en a un qui a un peu défaut, qui est un peu moins jaune, etc. T'sais. Fait que c'est vraiment là que tu vas voir la différence. Puis pourquoi ben, je vous parle de ça? Ben, parce que peut-être que, entre autres, une des raisons pourquoi vous avez détesté certaines marques par le passé, c'est que vous avez peut-être passé d'une marque de fantaisie à une marque régulière sans vous en rendre compte. Il y en a des marques de distributeurs qui sont... Genre la crème. Non, mais c'est pas une conserve, il n'est pas marqué. Mais il y a des marques de distributeurs de fantaisie, ça existe, mais c'est juste... Parfois, ça peut être là que tu vois l'irrégularité. Donc, voilà, je voulais laisser sur cette information. Puis maintenant, ben, peut-être que vous allez avoir un œil plus aguerri quand vous allez magasiner votre prochaine épicerie. Ah, j'ai hâte d'aller à l'épicerie. Pour magasiner tout ça. J'ai tellement hâte de checker des cannes. C'est ça. Hello, ici William au montage pour vous dire que cette partie-là sur les catégories, mais ça se peut que ça s'applique plus. Parce que j'ai fait une erreur de débutant, j'ai pas été voir dans mon garde-manger avant d'enregistrer ça. Puis là, ben, je viens de le faire, puis j'ai une seule canne avec une mention Canada de Fantaisie. Les autres n'ont rien du tout. Puis en fait, cette canne-là, elle a expiré en 2023. Bon, vous me direz qu'il faudrait que je fasse plus le ménage. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est ça, les normes, ça évolue énormément en alimentation, donc ça peut avoir changé depuis. Quand je regarde sur le site du gouvernement du Canada, ben, je vois encore les mentions de ces catégories-là, mais c'était mis à jour en 2023. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements depuis? Est-ce qu'ils sont plus obligés de l'afficher sur cette fameuse canne-là, marquée Canada de Fantaisie? Je n'ai pas la mention Produit du Canada, par exemple. Donc, c'est peut-être des changements comme ça. Donc, le jeu, ça va pas être d'aller voir, puis mon Dieu, de découvrir qu'il est marqué Canada de Fantaisie, mais c'est à quel point William a tort quand vous allez aller à l'épicerie. Fait que pas besoin de m'écrire des messages de haine. Je suis au courant que ce que je vous dis, c'est peut-être expiré, tout comme ma canne d'ailleurs. Donc, je m'en excuse.
Mais le reste avant, c'est vrai, là. En tout cas, je l'espère. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous. Hein? On est toujours là, puis on est toujours ouvert. Dommage qu'il y ait une tempête demain. Ça donne un indice. Ouais, ça donne un indice de quand on a enregistré. On est en retard. Mais d'ailleurs, justement, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à nous suivre. Nous, ça nous encourage énormément. Donc, on est sur, évidemment, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, TikTok, où on publie des capsules de moins d'1 minute. Des fois, des extraits d'épisodes. Des fois, un peu plus d'1 minute. Donc, si vous voulez apprendre plus de choses encore, développer votre culture générale, ben, on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous attend. Et sinon, ben, on se dit à dans 2 semaines. Bye! Bye!